Contact FM. Rencontre et découverte. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Joël Elon qui, au bout de 28 ans de combat, voit son rêve se réaliser. Un musée de l'audiovisuel à Château-du-Loir. Joël Elon, bonjour. Bonjour. Joël Elon, la dernière fois que l'on s'était rencontrés, que l'on a vu beaucoup d'objets, certains des objets que vous avez en votre possession, c'était au cours des 20 ans de la radio, il y a déjà presque 3 ans. Oui, c'était l'élément déclencheur d'une remise en route de ce projet que j'avais un petit peu abandonné, faute de combattants, puisque personne n'avait l'air de s'intéresser à la chose. Et pour vous faire plaisir, chère madame, j'avais accepté de refaire une ultime exposition au caveau de Château-du-Loir pour venir en soutien au 20e anniversaire de Contact FM. C'était, je me souviens, le thème qu'on avait décidé ensemble, la communication de la TSF au satellite. Vous aviez retracé l'histoire de la communication. Et là, aux surprises générales, on va dire, cette exposition a intéressé beaucoup de gens. Oui, effectivement, puisqu'on a eu pas loin de 700 visiteurs en quelques jours, ouvert seulement quelques heures l'après-midi, ce qui a été, et de très loin, le plus grand succès des expositions qui se sont faites au caveau, puisque j'avais feuilleté un petit peu les présences sur les autres expos. On était assez contents et assez surpris d'ailleurs, et certains sont venus 2 voire 3 fois en amenant des gens, etc. Et c'est vrai que ça a été une surprise pour moi, ça a été aussi une surprise apparemment pour les visiteurs et pour feu monsieur Michel Auville qui est venu lui aussi plusieurs fois et qui était très intéressé par le sujet en me disant c'est dommage que tout ça parte. Ce à quoi je lui ai répondu, vous venez d'arriver maire suite au décès de votre ami, j'allais pas aller vous dire moi tiens j'ai un musée à faire, ça me paraissait quelque chose d'entériné. Monsieur Auville m'avait ouvert la porte en disant ça serait bien si on arrivait à faire un petit quelque chose. Je lui ai dit chiche, tout ce que j'ai de présenter au caveau et un certain nombre de choses que j'ai encore à la maison et que je vais garder à la maison, moi je le garde et on peut se faire un petit truc sur Château-du-Loir effectivement, parce que c'est vrai qu'à l'époque du début de mes projets, c'est-à-dire en 1987, pas du tout ça que je voulais faire, j'avais matière à faire un musée de 800 mètres carrés éventuellement. J'avais récupéré beaucoup de choses, du matériel professionnel, des émetteurs par exemple, auprès de TDF, Maillet et autres, FR3, etc. sur Angers, Nantes, Rennes, Orléans, Le Mans, enfin bon. J'avais à cette époque-là des grandes marques comme partenaires qui s'appelaient notamment Philips et Thomson. Ces 2 marques-là, je dirais pas qu'elles ont disparu, mais presque, puisqu'elles ont été bradées aux Chinois et que maintenant, quand on voit un télé Philips, c'est un télé chinois, quand on voit un télé Thomson, c'est aussi un télé chinois, et qu'on a surtout plus toutes les entités qui pouvaient nous aider. Moi, j'ai eu des produits par Philips et par Thomson, même des prototypes que j'ai encore, bien sûr. Je faisais partie d'une enseigne qui comptait 220 points de vente. Chacune de ces personnes-là me connaissaient puisqu'on avait des réunions, des congrès communs couramment, et j'aurais pu par ce biais-là aussi obtenir des choses et faire grossir ce musée, mais j'avais déjà beaucoup de choses. Aujourd'hui tout ça a disparu, les choses sont ce qu'elles sont. Déjà moi je suis retraité, donc j'ai plus 220 collègues. Aujourd'hui notre profession, par la baisse des prix, est une profession malade. On voit des Darty fermés, on voit des Fnac prêtes à fermer, et la Fnac a été à vendre, n'a pas trouvé de repreneur, dû notamment à la chute des prix vertigineuse. En 2003, je vendais en promotion un plasma 6 000 €. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver un téléviseur déjà convenable à 350 € qui fasse 1,20 m de diagonale. Si bien que la profession est en train de disparaître. Les gens qui ont des points de vente, leur souci est ailleurs que de faire une exposition. Les marques, comme je vous le disais, ont disparu aussi. Et puis la crise aidant, c'est ça qui a disparu. C'est toutes les volontés qui auraient pu se mettre en route et être un moteur pour faire fructifier cette exposition permanente, ça n'existe plus. Et les moyens ne sont plus là. Donc aujourd'hui, moi j'ai déménagé sur le plan du volume à peu près 80% de ce que je possédais pour se raccorder sur un musée national dans des bâtiments TDF, un ancien émetteur, à côté duquel il y a tous les systèmes d'émissions RFI, Radio France Internationale, qui diffusent les émissions de radio française dans le monde entier, parce qu'il n'y a pas partout Internet, je dis bien dans le monde entier. Et là-bas, on a des choses qui appartiennent en propre à cette association dépendante de TDF, mais il y a aussi des collections privées dont certaines sont immenses. Il y a la mienne,
mais j'en suis toujours propriétaire. Je peux toujours aller chercher des pièces là-bas si j'ai envie de les présenter à Château-du-Loir. De même que je peux m'en faire prêter pour faire des expositions temporaires. Des expositions tournantes temporaires, absolument. Quand on s'était vu il y a presque 3 ans, un peu la fin d'un combat, même si Michel Auville vous avait ouvert la porte, disons que c'était resté quand même en stand-by, difficultés financières que l'on connaît bien dans les collectivités territoriales, et puis bouleversement de situation. Racontez-nous. Après ça, vous pensez bien que j'ai pas lâché l'affaire du tout, et j'ai écrit à Monsieur Auville, à l'adjointe de la culture, etc. Chaque fois, j'ai eu réponse, et j'ai eu accueil sympathique, sauf qu'à chaque fois, on butait toujours sur la même chose que j'ai entendue pendant 2 décennies, donc presque 3, donc je connais, on n'a pas de local. Okay, mais à la fin, je dis, mais au fait, est-ce que vous en cherchez bien? Ce dont je ne suis pas absolument certain. Et ça, c'est un autre débat. Bref, là-dessus, les élections municipales, l'année dernière, alors bien évidemment, moi je fais pas de politique, la culture ne fait pas de politique. Moi, j'ai eu envie de faire une exposition. Qu'un maire soit de gauche ou de droite, sincèrement, ça n'a strictement aucune importance à mon sens, ni même au sens du public qui serait amené à visiter. Alors j'ai posé la question aux 2 candidats, les 2 ont dit, oui, on va continuer le projet. Béatrice Pavie est allée plus loin parce qu'elle a dit, moi, je m'engage à réaliser ce projet. Elle a dit ça en première réunion publique au Récollet. Et elle a dit, j'ai même des idées de l'endroit où ça pourrait se faire. Là-dessus, j'ai travaillé par quelques réunions avec l'adjoint à la culture. Hervé Roncière. Et aussi avec Annie Fezandel qui s'occupe des associations, etc. Et on a construit petit à petit un projet, mais il y avait toujours ce fameux problème de locaux, sachant que la ville était sur plusieurs projets. Certains ont été abandonnés pour raisons financières et complexité d'arriver à quelque chose. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai appris avec plaisir, curiosité, étonnement qu'un lieu avait été acheté, un lieu que je connais bien, parce que c'est moi qui ai dessiné l'intérieur, qui l'ai fait construire, c'est mon ancien magasin. Oui, ça c'est l'ironie du sort, un magasin dans lequel vous avez travaillé, c'était expert, c'est ça Je l'ai ouvert le 25 septembre 92, je l'ai abandonné fin septembre 2003, où je l'avais recédé à monsieur Jean-Pierre Trassard du Centre Leclerc. Il a été revendu à une animalerie. Voilà. Après le déménagement du Leclerc où tout ça s'était regroupé, ce bâtiment a été revendu et là il se trouvait de nouveau sur le marché. La ville l'a racheté. J'ai appris officiellement, puisqu'on nous a réunis à la mairie le 12 janvier dernier, pour nous annoncer de manière la plus officielle qu'on avait un espace de réservé dans ce bâtiment-là avec l'association Club du Billard Castellorien et les associations cyclistes de Château-du-Loir et également une salle pour les jeunes qui serait animée et managée par quelqu'un du centre social. Pour l'instant, je n'en sais pas plus, nous en sommes là. Actuellement, les études sont en cours pour les aménagements, les répartitions, les travaux, etc. Ça concerne surtout la ville, c'est pas à moi de m'étendre sur ce sujet-là. Moi, ce que l'on m'a dit, c'est que on me proposait pour une association que j'avais à créer, chose que je savais depuis longtemps parce que bien évidemment, une collectivité locale ne peut pas faire de projet avec et conventionner avec un particulier, c'est bien naturel. D'un autre côté, moi, j'avais pas l'intention de faire une association si elle servait à rien. Quand on m'a dit que le projet allait sans doute voir le jour, j'ai commencé à travailler sur mes statuts, sur mon équipe de départ, etc. En tout cas, l'association, ça y est, elle est créée. Elle s'appelle Expo Audiovisuelle et Communication. Absolument. Elle a été créée juste un mois après, le 12 février 2015. L'association existe. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, Joël Elon, le but de cette association? Je pense que le plus simple, c'est de lire tout bêtement. On a revu avec la municipalité. Donc, j'ai des articles qui sont validés. Cette association a donc pour but la sauvegarde, la conservation, la promotion du patrimoine culturel, scientifique et technique de la radio, de la télévision, des télécommunications et de la communication en général sous toutes ses formes, parlée, écrite, musicale, diffusée par son, image ou les deux, ainsi que des matériels informatiques et des appareils scientifiques, électriques ou électroniques insolites. Cette association prévoit de montrer au public par une exposition permanente à laquelle pourront être adjointes des expositions temporaires à thème, tout ce qui est décrit ci-dessus, avec une ouverture à des dates qui seront définies par elle-même et dont elle se chargera d'assurer les visites. Il est précisé que tous les éléments de cette collection appartiennent en propre à monsieur et madame Elon. Des pièces de collection appartenant à des musées ou collectionneurs privés pourraient être adjoints à cette exposition permanente pour des expositions temporaires à thème, avec des conventions signées entre l'association et leurs propriétaires dans des conditions qui seront examinées au coup par le conseil d'administration et qui restent à définir. En conditions particulières, il est écrit, monsieur Joël Elon
Joël met gracieusement sa collection à la disposition de l'association pour une durée minimum de 15 ans, ceci engageant ses héritiers, donc mes 2 enfants, qui sont d'accord, bien entendu, et qui font partie du conseil d'administration de la dite association. Alors l'association pourra conventionner avec une collectivité locale pour fixer les conditions précises d'hébergement, de stockage et d'exposition de la collection, restant entendu qu'en aucun cas, la collectivité locale ne s'engagera pour organiser elle-même les expositions et leur ouverture au public, lesquelles resteront à seule charge exclusive de l'association. Comme ça, c'est bien clair, effectivement. Donc, c'est une association qui s'est créée et qui va gérer, on va dire, cette exposition, ce musée de l'audiovisuel. C'est quand même ça le but du sujet. Est-ce que vous savez déjà, Joël Hello, mais je sais que vous le savez, comment vous allez vous organiser pour aménager cet espace et qu'est-ce que vous allez y mettre? Qu'est-ce que je vais y mettre? Déjà, le but, c'est de saupoudrer par différents objets, très différents les uns des autres. Il peut y avoir une machine à écrire à une seule couche, je veux dire, qu'est-ce que ça a à voir avec la télé, avec la radio, etc. Eh bien, comme je l'ai baptisé cette exposition audiovisuelle et communication, la communication, ça commence par la parole. C'est ce qu'on avait déjà dit à l'exposition de 2012 que j'avais faite pour vous. Et pour moi, c'est important parce que ça permet d'attirer l'attention et la curiosité du visiteur. Si on prend un musée, des musées de la radio, il en existe pas mal, des magnifiques d'ailleurs. Il existe des musées du phono, un musée du phono où il y a 300-400 phonos. Un visiteur lambda qui entre, il va trouver ça très joli, il va poser quelques questions, mais quand on en a vu 10 et qu'on n'est pas connaisseur, on en a vu 100, on en a vu 200. Moi, ce que je voudrais, c'est éviter ça, c'est avoir quelques postes de radio, quelques électrophones, quelques objets insolites de la radio, de la télévision. Faire le chemin de la communication un peu en même temps. Absolument. Et des objets bizarres électriques ou électroniques, comme je l'ai décrit, même un petit peu des premiers ordinateurs, des choses comme ça, de manière à ce que les gens puissent être attirés par un thème ou par un autre. Mais j'insisterai quand même beaucoup sur la partie télévision. Parce que la télévision, dans la mesure où ça n'était pas des objets de collection, que les téléviseurs, ça n'en est toujours pas, à part les premiers modèles qui sont extrêmement rares ou rarissimes. Mais sinon, la télévision en général, c'est tout sauf un produit de collection. De ce fait, ça a beaucoup disparu. Et aujourd'hui, on a un remplacement quasi total de toute la télévision cathodique par la télévision à écran plat, etc. Et moi, je vois mon petit-fils qui a 12 ans, déjà un téléviseur d'il y a 12 ans, pour lui, c'est un truc incroyable. L'autre jour, il voit une cassette, il dit, c'est quoi ça, papy? C'est une cassette, ah oui, et ça sert à quoi? Voilà, des choses qu'on a du mal à s'imaginer. Donc, oui, parce que c'est récent, finalement. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est un petit peu faire un déroulé de tout ça, que les gens voyagent dans le temps, en voyageant dans cette petite exposition, parce que 120 mètres carrés, ça demeure une petite exposition, mais d'un autre côté, ça permet de faire voir pas mal de choses, puisque on avait au caveau à peu près la moitié de ça, sur un seul niveau, parce qu'on avait mis nos produits sur des tables, là, on peut imaginer des estrades, mettre beaucoup plus de produits, il y a 120 mètres carrés quand même, on peut faire quelque chose de sympathique et d'intéressant. Ça peut être intéressant pour les écoles aux alentours aussi. Tout à fait, oui, ça peut être très didactique. Il y a une idée qui est récente, puisque je ne savais même pas qu'elle pouvait être réalisable. Par le biais de ma page Facebook concernant ce musée de l'audiovisuel et de la communication que j'anime depuis une petite année, je rencontre des collectionneurs un peu partout en France, et il y en a un qui a attiré mon attention parce que lui collectionne de la télévision en France aussi, et il semblerait qu'on soit guère qu'une petite dizaine de collectionneurs de télévision en France. Certains ont envie de les garder pour eux, ce qui est tout à fait logique et acceptable. Moi, je veux faire une exposition pour en faire profiter le public. Mais je connais quelques collections privées magnifiques, et lui, ce garçon-là que j'ai rencontré il y a un mois, tant dans la région parisienne, il a récupéré des téléviseurs anciens. Parce que nous, ici à Château-du-Loir, notre émetteur c'est Maillet dit Maillet-Le Mans, qui a vu le jour en décembre de 1959. Ça veut dire que les téléviseurs qu'on a chez nous, c'est 1959 et après. Pour trouver des téléviseurs de tout de suite après-guerre, etc., qui déjà étaient complètement rarissimes, qui ont disparu il y a fort longtemps puisque l'émetteur qui les faisait fonctionner sur le haut de la Tour Eiffel a pris feu en 1956, précipitant leur mise à la retraite, mais sachant que déjà ils étaient devenus obsolètes puisque en 1950, la France, par le biais de la signature de Monsieur François Mitterrand, qui était président du Conseil à l'époque et à qui il est venu la responsabilité de signer ces textes, on avait fait le choix en France du 819 lignes en définition, où là on s'est enfermé tout seul comme on l'a fait par la suite. Là je parle de la télévision en noir et blanc. Télévision en noir et blanc, en 1950 on a signé pour le 819 avec ce qui a été la première chaîne ensuite, mais qui était la seule chaîne qu'il y avait. Or tous les pays d'Europe
l'Europe autour de nous, sauf l'Angleterre où eux ne font jamais rien comme tout le monde non plus. Eux, ils avaient choisi le 405 lignes. Nous, on avait le 441. On est passé en 819 lignes. Et on était tout seul dans l'Europe. Et en 1967, où la couleur, elle existait aux États-Unis avec le procédé NTSC depuis le début des années 50, 53, 54. En Allemagne, on avait inventé le procédé PAL, qui est une amélioration du système américain. Et puis nous, Monsieur Henri de France avait inventé le procédé SECAM. On a adopté le procédé inventé chez nous, sauf qu'encore une fois, toute l'Europe avait adopté autre chose. Alors on a vendu ça à la Russie, à quelques pays d'Afrique, etc. Mais bon, on a quand même été un petit peu enfermé avec notre système. Aujourd'hui, le problème ne se pose plus, parce qu'avec la télé haute définition, c'est la même chose. Un téléviseur qui marche au Japon, il marche aussi à Château-du-Loir. Donc là, le problème ne se pose plus, mais il y a eu toutes ces choses-là. Ce qui fait que tous ces téléviseurs-là, qui sont devenus complètement obsolètes, etc., ils ont disparu. Et même si on en a, moi je peux les présenter physiquement sur une table ou sur un présentoir, mais ils sont pas en état de fonctionnement, parce qu'il n'y a plus rien à leur mettre dedans. Alors que là, vous avez trouvé quelqu'un qui les répare. Alors j'ai trouvé un garçon moi il m'a impressionné, un garçon qui a 47 ans, qui n'a fait aucune étude d'électronique et qui dépanne tout. Il a même dépanné des bancs de montage pour des sociétés de montage professionnelles. Il avait des quantités de produits qui étaient hors but. Lui, il a récupéré tout ça, il a remis tout ça à marcher, si bien qu'ils l'ont fait venir pour qu'il répare des choses chez eux, alors qu'il a aucune compétence officielle reconnue. Mais tous ces téléviseurs anciens, non seulement il les remet en état de marche, mais il a fait des adaptateurs qui permettent de rentrer un signal que l'on a dans nos magnétoscopes, dans nos ordinateurs, dans nos DVD, tout ce que vous voulez, et de les sortir dans le standard qui correspond au téléviseur de l'époque. Un vrai MacGyver. Voilà. Donc ça veut dire que, Joël Elon, vous êtes en train de nous dire que derrière votre tête, là, vous êtes en train de penser à cette exposition, ce musée de l'audiovisuel, qui serait en fait interactif, c'est-à-dire les gens vont pouvoir, grâce à ce monsieur, voir ces vieilles télévisions fonctionner avec les images d'autrefois. Oui, j'appellerais pas ça interactif, j'appellerais ça dynamique par rapport à statique, si vous voulez. Parce qu'en fait, effectivement, dans ma tête a germé le truc, mais j'ai dit, donc, si tu fais ça pour toi, tu pourrais me faire ça? Bah oui, si tu veux, tu me ramènes tes trucs, on va essayer de les faire marcher. Et pour ce qui est de les systèmes pour rentrer dedans avec ce que j'ai fait, ça on peut reproduire à autant d'exemplaires que l'on veut. Alors lui, il m'a fait voir un téléviseur couleur américain qui normalement fonctionne en NTSC, en 110 volts, en 60 périodes, qui m'a fait voir fonctionner avec une série américaine science-fiction d'époque, avec les images d'époque, ça m'a quand même beaucoup impressionné. On peut imaginer voir 5 colonnes à la une sur un téléviseur du tout début des années 50. Moi, j'ai le téléviseur du couronnement de la reine Elisabeth, un modèle Philips qui s'est énormément vendu pour le couronnement de la reine Elisabeth en 1953. On peut imaginer passer le couronnement de la reine Elisabeth sur un téléviseur de l'époque. On peut imaginer sur un téléviseur des années 60 passer Joss Randall avec Steve McQueen, etc., etc., ou l'arrivée de l'homme sur la Lune en 69 sur un télé de 69. Ça me paraît quelque chose d'intéressant parce que ça, c'est visible nulle part en France. Je dis bien nulle part en France. Je ne connais pas un seul musée qui puisse faire ça. J'ai visité assez récemment le musée des Arts et Métiers où il y avait une exposition temporaire de septembre au printemps. Là, ça doit s'arrêter le mois prochain, je crois. Et il y a une très belle exposition qui correspond un petit peu dans l'esprit, même beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont similaires aux miens, sur un peu l'histoire voyager dans le temps pendant 50 à 70 ans de télévision en France. Mais il n'y a rien qui marche. Tout est en présentation statique. Et pourtant, les Arts et Métiers, c'est un musée, c'est fabuleux. Ce qui correspond plus au musée actuel, en fait. C'est vrai que les gens, quand ils vont voir les musées, ils aiment bien que ça soit dynamique, que ça fonctionne. Et donc là, vous êtes complètement dans cette mouvance. C'est ce qui me plairait de faire. Alors, pour l'instant, c'est une idée. Mais enfin, j'ai l'homme. J'ai un peu le matériel. Reste à faire fonctionner tout ça. Mais enfin, on a un petit peu de temps devant nous. Malheureusement, ils vont encore passer un peu d'eau sous les ponts. D'ici que les maîtres d'œuvre aient réalisé les plans définitifs, qu'il y ait eu des appels d'offres, permis de construire, éventuellement les vacances d'été là-dessus. Va falloir que les travaux se fassent. Vous avez quoi, 18 mois devant vous? J'espère moins que ça, parce que là, moi, dans un mois, je vais attraper
fait 69 ans. C'est presque 10 ans trop tard pour moi, mais d'un autre côté, c'est peut-être quelque chose qui va me maintenir en forme. D'autant plus que je me suis entouré d'une bande de copains qui est à peu près dans la même tranche d'âge pour beaucoup. Ça va nous aider à rester jeunes et puis à avoir un projet. La dernière fois que l'on s'était vu, donc pour ces 20 ans de la radio, je vous avais senti un petit peu amer quand même, déçu. Là, d'accord, c'est pas le lieu idéal pour un musée, mais c'est un lieu et un projet. Et effectivement, un projet, c'est quand même génial, tout ce matériel qui va pouvoir enfin revivre. J'ai un ami disparu qui disait toujours, quand on n'a pas ce que l'on aime, faut aimer ce que l'on a. Et je trouve que c'est un très bon mot. Effectivement, moi je suis très content qu'on m'octroie mes 120 mètres carrés plus 45 ou 50 mètres carrés de réserve. Ça va me permettre au moins de faire quelque chose, de laisser une trace, et puis sur le plan didactique, d'avoir des choses à montrer qu'on ne verra pas forcément, même dans des musées beaucoup plus grands. Et ça, moi, ça me va bien. Ça me va bien parce que c'est pareil, j'ai ma vie de famille aussi, j'ai mes petits-enfants, j'ai d'autres violons d'Ingres, parce que, comme certains le savent, je suis un grand collectionneur devant l'éternel, aux grandes dames de mon épouse, mais voilà, j'ai plein de passions. On en avait parlé, vous collectionnez tout, c'est pas le lieu, mais voilà, vous avez la collectionnite aiguë, comme on dit, comme beaucoup de collectionneurs d'ailleurs. Et comme je l'avais dit lors de votre précédente interview, la collectionnite, c'est une maladie qui est curieuse parce que celui qui en est atteint, non seulement ne cherche pas à guérir, mais il cherche à aggraver son corps en permanence. Et je suis bien l'un de ces cas-là. On vous sent heureux avec un projet qui arrive, avec tous ces objets à mettre en scène. On va dire que c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, même si 28 ans, on peut considérer que c'est un accouchement difficile, mais bon, si le bébé est en bonne forme, ça sera bien. Je suis pas mécontent d'avoir accepté presque à contre-cœur, je l'ai fait parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, mais cette fameuse exposition de mai 2012, on m'était dit, non, c'est fini, plus jamais sur Château. J'ai pas voulu vous refuser, et j'étais très content de le faire, j'étais très content de l'accueil que ça a eu, et puis voilà, tout est bien qui finit bien. On est ravis, nous aussi. En tout cas, ça a permis de voir tous ces beaux objets. Ça aussi, c'est passionnant. D'où venait ce son, d'où venait cette voix? Ça a été des années quand même de recherche et de doudingue, on va dire. Et voir des objets à la radio, c'est pas facile. Merci Joël Elon. Merci, au revoir. Avant de se quitter, j'ai extrait quelques dates qui mesurent à quel point l'évolution de la communication a été importante. Écoutez, 1792, invention du télégraphe de Claude Chappe. 1841, c'est le début de la communication avec le Morse. 1886-88, les ondes radio, les fameuses ondes hertziennes. 1893, découverte du principe de l'antenne. 1906, première transmission de la voix par radio réussie aux États-Unis la nuit de Noël. Cette année-là voit aussi l'invention du fameux poste à galène qui marque l'arrivée des premiers postes récepteurs de radiodiffusion. 1935, première émission officielle de télévision en noir et blanc. 1939, 15 radios d'État, 12 radios privées et une radio périphérique qui est Radio Luxembourg, que l'on appelle RTL aujourd'hui. Le fameux appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle fait entrer la radiodiffusion dans l'histoire. 1944-48, c'est RTF puis l'ORTF, et pour devenir Radio France que l'on connaît bien. Les années 50, outre le récepteur toute onde, c'est l'arrivée du micro-sillon. 1949, premier journal télévisé, rappelez-vous, présenté par Pierre Sabag, avec les fameuses speakerines. 1960, le transistor qui permet d'écouter la radio partout en vacances. 1967, l'arrivée de la télévision couleur. On parle maintenant de TNT, RNT, web radio, podcast, streaming, Blu-ray, etc., etc. C'est vous dire que ce musée n'a pas fini d'évoluer. L'histoire d'aujourd'hui rentrera dans l'histoire de demain. Au revoir, à la semaine prochaine. Rencontres et découvertes, c'est tous les jeudis à 14h et le mardi suivant à 10h. Contact FM. Rencontres et découvertes.